Le corps de Stéphane Markovic a été retrouvé dans une décharge à Elancourt. Et on s'est aperçu que ce garçon, qui était l'homme à tout faire d'Alain Delon, organisait des parties fines, qu'il prenait des photos et qu'il faisait chanter quelques-unes des personnalités qui participaient à ces partouzes. Et parmi ces personnalités qui auraient participé à ces partouzes, un Yougoslave qui dit qu'il connaissait Markovic dit il y avait Madame Premier ministre. Nous en étions là. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Vous savez qu'en France, le secret de l'instruction est souvent un secret de polichinelle, qui a des liens entre certains magistrats et les journalistes. Eh bien, le 17 octobre, une quinzaine de jours après que le corps de Markovic ait été retrouvé, un hebdomadaire qui s'appelle Minute, qui est un hebdomadaire d'extrême droite, très fort sur les faits divers, titre « L'ami des vedettes négociait très cher des photos compromettantes ». C'est la une de Minute. Et le journal raconte en effet cette histoire. Il organisait des partouzes, il faisait venir des gens connus, il les prenait en photo, il les faisait chanter. Et le journal affirme lui aussi que parmi les personnalités qui auraient pu participer à ces parties fines, il y avait la femme d'un ministre du gouvernement. Michel Joubert a été l'un des collaborateurs les plus proches de Georges Pompidou. Il a été son directeur de cabinet à Matignon, secrétaire général de l'Élysée, il a été son ministre des Affaires étrangères, et dans ses mémoires qui s'appellent Mémoires d'avenir, je vous livre ce qu'il écrit. Quand un matin d'octobre, on découvrit sur la décharge publique d'Elancourt le corps de Stéphane Markovic, qui pouvait penser que débutait ainsi un grand jeu dont parfois la politique a la frénésie et l'impudeur. Et Michel Joubert ajoute « Quelques jours après, dans un cocktail, deux professionnels des nouvelles chuchotaient en attirant l'attention sur ce fait divers. Eh bien, ce sont les Pompidou qui vont trinquer. » Alors, il faut peut-être replacer ce fait divers dans la situation politique de l'époque. Pompidou est entré au service du général de Gaulle très tôt. De Gaulle cherchait un agrégé sachant écrire. Pompidou était un normalien, agrégé de lettres, donc ça tombait bien. Il a suivi Pompidou de Gaulle quand de Gaulle est arrivé à l'Élysée en 1958. Il est devenu son Premier ministre alors que personne ne le connaissait en 1962 et quand de Gaulle a été réélu en 1965, il a gardé Pompidou à Matignon. Et puis, il y a eu mai 68 et c'est là qu'ont commencé les dissensions entre les deux hommes. Pourquoi ? Parce que de Gaulle est vieillissant, il n'a pas compris la révolte de 68, il voulait la mater assez férocement, peut-être par les armes, et Pompidou a employé une méthode plus douce. Il était universitaire, il sait qu'on n'envoie pas des policiers dans les universités, il a négocié avec les étudiants, il a négocié avec les syndicats. Et finalement, lorsque de Gaulle a dissous l'Assemblée nationale, une énorme majorité de gaullistes a été élue, et cette énorme majorité, elle le doit plus à Pompidou qu'à de Gaulle. Est-ce que de Gaulle a pris ombrage de ça ? C'est possible. Je vous cite ce que dit Franz-Olivier Gisbert dans son Histoire intime de la Ve République. Il raconte une entrevue entre de Gaulle et Jacques Foccart. Jacques Foccart, c'était le monsieur Afrique de Gaulle, c'est aussi un conseiller de l'ombre très puissant. Et voici ce que dit de Gaulle à Foccart, un peu avant de remplacer Pompidou par Couve de Murville à Matignon. Il dit « Je vais me séparer de Pompidou ». Foccart lui dit « Général, vous n'y pensez pas, c'est le meilleur Premier ministre que vous pouvez avoir ». Et de Gaulle aurait dit cette phrase « Vous savez, Foccart, il n'a pas de couilles et ça, on n'y peut rien ». Il n'a pas de couilles parce que, il regrette que Pompidou n'ait pas été aussi féroce qu'il aurait aimé qu'il le soit avec les émeutiers de 68. En tout cas, peut-être parce qu'il lui doit cette victoire, de Gaulle vire Pompidou de Matignon, il le remplace par son ministre des Affaires étrangères, son éternel ministre des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, lorsque l'affaire Markovic se déploie, lorsqu'on parle de la femme d'un ministre qui aurait pu participer à ces partouzes, il y a des réunions.
qui ont lieu à l'Élysée, avec le Premier ministre, Maurice Couderville, avec le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, avec le ministre de la Justice, qui déteste Pompidou, René Capiton. Mais personne ne prévient Pompidou. De Gaulle a bien dit à Couderville, informez Pompidou. Couderville a dit non, je n'ai pas le courage. Et donc, le seul qui ne sait pas qui est concerné par l'affaire, c'est Pompidou. Et je vais vous raconter d'ailleurs une histoire assez étrange. Un jour, Pompidou est dans son bureau, ses bureaux sont rue de la Tour-Maubourg à Paris, et il a là un conseiller qui s'appelle Jean-Luc Javal, qui connaît tout Paris, qui sort beaucoup, qui connaît toutes les rumeurs. Et il lui dit Javal, mais qui est ce ministre dont la femme participe à des partouzes? Et le conseiller blême. Que répondre? Et il lui dit Monsieur, il faut que vous sachiez quelque chose que personne n'ose vous dire. La personne en question, c'est vous. Évidemment, Pompidou est effondré. Il est effondré, il est aussi en colère contre ses anciens collègues, ministres, qui ne l'ont rien dit, en colère contre le général. Il écrira un peu plus tard « J'étais indigné que le général qui connaissait ma femme depuis des années n'ait pas tout balayé d'un revers de main. » Et il ajoute « S'il le faut, j'en vengerai moi-même l'honneur de ma femme. » Il y a des entrevues avec De Gaulle, il y a des dîners qui sont organisés, mais qui donnent rien. En fait, le fossé s'est creusé entre les deux hommes. Et l'enquête. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un Yougoslave qui avait téléphoné à Delon pour lui dire « Mais pourquoi on a donné des coups à Markovic alors qu'on l'a tué d'une balle dans la tête ?» Eh bien, le juge Patard ordonne une deuxième autopsie, et cette autopsie conclut au fait que, oui, en effet, c'est une balle qui a tué Markovic, et c'est une balle d'un revolver qui s'appelle un Smith & Wesson. Et le Smith & Wesson, puisqu'on parle de Marc Anthony, homme du milieu, qui aurait pu être mêlé à cette affaire, c'est pas un pistolet du tout utilisé par des gens du milieu. C'est un pistolet un peu chic. On en est là, c'est-à-dire que l'enquête piétine. L'enquête piétine parce qu'on s'est intéressé beaucoup plus aux partouzes qu'à la réalité de savoir qui a tué Markovic. Et De Gaulle, d'ailleurs, interviendra auprès de son ministre de la Justice en disant « Maintenant, ça suffit, arrêtez de chercher à savoir si Mme De Gaulle a une vie dissolue et cherchez qui a tué Markovic. » Et alors, c'est vrai qu'on a interrogé des personnalités du showbiz, Mireille d'Arc, on a interrogé des chanteuses pour savoir si elles avaient participé à ces partouzes. Elles n'y avaient pas été, évidemment. Mais l'enquête a visiblement été malmenée. L'enquête n'avance pas, donc. Bon, ce qu'on sait, c'est que Markovic a été tué d'une balle dans la tête. On sait qu'il faisait chanter des gens, mais qui a-t-il fait chanter? Qui s'est vengé de ces chantages? On n'en sait rien. Et en réalité, il faudra attendre le début de l'année 69 pour que des éléments nouveaux apparaissent. C'est ce que je vous raconterai dans un prochain épisode.